Bonjour à tous, c'est Joshua et aujourd'hui on va finir l'étude du théorème de Sylow avec deux méthodes pour montrer qu'un groupe n'est pas simple. Avant de cela, on présente une proposition. Comme d'habitude, on prend un groupe G fini et dans ce cas on prend deux sous-groupes H et K de G. La première partie de la proposition nous dit que si le cardinal de H et le cardinal de K sont premiers entre eux, c'est-à-dire que 1 est le seul nombre qui divise le cardinal de H et le cardinal de K en même temps, alors, dans ce cas, leur intersection va être triviale, égale à l'élément neutre. La deuxième partie de la proposition nous dit que si dans ce cas, le cardinal de H et le cardinal de K est le même et égal à un premier P, alors on aura que leur intersection est triviale ou sinon que H est égal à K. La preuve, je ne le fais pas vraiment, je vous le laisse en exercice. Il faut considérer le cardinal de l'intersection de H et K et utiliser le théorème de Lagrange. Rappelez-vous, il nous dit que le cardinal d'un sous-groupe divise toujours le cardinal du groupe. On a un corollaire de cette proposition. Si jamais on a un P silo et un Q silo avec bien sûr P différent de Q, alors leur intersection va être triviale. Ça, c'est une conséquence de la partie A de la proposition. En effet, si H est un P silo, alors son cardinal va être une certaine puissance de P. Et si K est un Q silo, alors son cardinal, par définition, est une certaine puissance de Q. Or, si P est différent de Q, alors le cardinal de H et le cardinal de K vont être premiers entre eux. Donc, l'intersection va être triviale. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc voilà. Maintenant, on peut passer à la première méthode dont je vous avais parlé au début de la vidéo. Mais avant, je fais ici un petit rappel. Ce sont les conditions que le nombre de P silo doivent vérifier. Déjà, le nombre de P silo doit être égal à 1 modulo P et le nombre de P silo doit diviser un certain entier M qui est premier avec P. Alors, pour le premier exemple, on prend un groupe G de cardinal 30. Le but va être de montrer que G n'est pas simple. Rappelez-vous, si on veut utiliser le théorème de Sylow, il faut d'abord factoriser le cardinal. Dans ce cas, le cardinal de G va être égal à 30, et ça est 2 multiplié par 3 multiplié par 5. On peut alors calculer le nombre de 5 silos, le nombre de 3 silos et le nombre de 2 silos. Le but va être de montrer que un de ces trois nombres est égal à 1. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu que dans ce cas, le groupe G n'est pas simple. On commence par les 2 silos. Donc, le nombre de 2 silos va être toujours congru à 1 modulo 2 et il va diviser un certain entier. Pour le trouver, donc, on cache dans ce cas 2 dans la factorisation. On obtient que le nombre de 2 silos divise 3 fois 5, 15. On l'a ici. Alors, N2 va être égal à 1, 3, 5 et 15. Ce sont les diviseurs de 15. Et en plus, on voit clairement que tous ces nombres sont impairs, donc ils sont tous congrus à 1 modulo 2. Ils vérifient tous la deuxième condition. Donc, pour N2, on a 4 possibilités. Pour N3, N3 va être congru à 1 modulo 3 et N3 va diviser un certain entier. Pour le trouver, bon, d'abord, encore, on cache 3 dans la factorisation et N3 va diviser 2 multiplié par 5, 10. On a ici. Alors, N3 va être, étant un diviseur de 10, égal à 1
2, 5 ou 10 lui-même. Il faut vérifier que N3 soit égal à 1 modulo 3. Donc, le premier, 1 est évidemment égal à 1 modulo 3. Lui, ça va. 2 est égal à 2 modulo 3. Donc, il ne vérifie pas la deuxième condition. On peut le barrer de la liste. 5 est congru à 2 modulo 3. Il ne vérifie pas la deuxième condition. On l'enlève de la liste. Et 10 est bien congru à 1 modulo 3. Donc, pour N3, on a deux possibilités. Il y a 1 3 silo ou 10 3 silo. On ne sait pas. Pour N5, on fait la même chose. On peut trouver que N5 divise 6. Et bien sûr, N5 est congru à 1 modulo 5. Donc, si on fait la liste, les diviseurs de 6 vont être 1, 2, 3 et 6 lui-même. Et si on veut ceux qui sont congrus à 1 modulo 5, donc 1 ça va. 2 est congru à 2 modulo 5, donc lui, ça va. Et 3 est congru à 3 modulo 5. Donc lui, ça ne va pas non plus. On reste avec 1 et 6. On voit alors que dans ce cas, en utilisant les conditions que le théorème de Sylow nous donne sur le nombre de P-Sylow, on n'arrive pas à montrer que N2, N3 ou N5 est égal à 1. On a pour N2 4 possibilités. Il peut se passer que N3 soit égal à 10 ou que N6 soit égal à 6. Donc, on ne sait pas. Dans ce cas, ce qu'on fait, et ça c'est la deuxième méthode, est compter le nombre de points dans les sous-groupes de Sylow. C'est ça qu'on fait ici. Donc, on commence par N5. On a deux possibilités pour N5. Il est soit égal à 1, soit égal à 6. Si jamais N5 est égal à 1, donc ça veut dire qu'il y a un unique 5 Sylow. Et on a vu dans la vidéo précédente que ça implique que ce unique 5 Sylow est distingué. Donc dans ce cas, on aura par définition que G n'est pas simple. Et là, on a gagné. Si jamais le nombre de 5 Sylow n'est pas égal à 1, donc il doit être égal à 6. S'il est égal à 6, alors ça veut dire qu'il y a 6 5 Sylow. Ici, on a fait la liste de tous. Faites attention, on a les exposants qui ne sont pas les puissances. C'est juste le premier 5 Sylow, le deuxième 5 Sylow, et comme ça jusqu'au sixième 5 Sylow. Prenons les deux premiers. Prenons G1 et G2. L'affirmation est que leur intersection va être triviale. Pourquoi? Ça, c'est une conséquence de la partie B de la proposition. En effet, on a que tous les éléments de cette liste, tous les 5 Sylow, ont cardinal égal à 5. Donc, leur cardinal est un nombre premier. Si on prend le premier et le deuxième, alors on aura deux sous-groupes qui ont le même cardinal 5, qui est un nombre premier, et d'après la partie B de la proposition, on aura que leur intersection doit être triviale, ou sinon qu'ils sont le même. Mais ils sont évidemment pas les mêmes. Ils sont deux 5 Sylow différents. Alors, leur intersection doit être triviale. Et il faut remarquer que ici, il n'y a rien de spécial dans le nombre 1 et 2. On aurait pu prendre le IM et le JM 5 Sylow, bien sûr avec I différent de J. Comme ça, on a deux Sylow différents. Et contenu entre 1 et 6. Et l'intersection va être, dans tous les cas, triviale. Ça veut dire que le seul point que les éléments de cette liste vont avoir en commun est l'élément neutre. Si on prend l'élément neutre et on l'enlève, on obtient des ensembles qui vont être
disjoint de SA2. Et je fais un petit dessin pour essayer de comprendre la situation. On a alors 6 ensembles qui sont disjoints et évidemment ils sont tous contenus dans le groupe G. Donc, je les ai mis dans des cases différentes parce qu'ils sont disjoints. Chaque sympsilo va avoir un cardinal 5. Si on enlève l'élément neutre, on enlève un élément, donc ce qui nous reste vont être des ensembles de cardinal 4. C'est-à-dire, on a 6 cases et chacune contient 4 éléments. En total, on aura 6 fois 4, 24 éléments seulement dans cette partie où l'on considère les 5 silos. La partie vide va correspondre aux 3 silos et aux 2 silos. On va la remplir tout de suite. Bien, alors, on a supposé que le nombre de 5 silos est égal à 6 et on a vu que dans ces cas, ça nous donne 24 éléments qui sont dans cette partie du dessin. Donc déjà, il y a 24 éléments dans le groupe G qui a 30 éléments. Maintenant, encore sous la supposition que N5 est égal à 6, on va compter le nombre de points dans les 3 silos. On va suivre exactement la même méthode qu'on avait suivie pour les 5 silos. Donc, rappelez-vous, le nombre de 3 silos, il y avait deux possibilités. C'était soit égal à 1, soit égal à 10. Si jamais le nombre de 3 silos est égal à 1, donc ça veut dire que l'unique 3 silos est distingué et donc que le groupe n'est pas simple et on a gagné. Supposons alors que le nombre de 3 silos est égal à 10. Dans ce cas, il y a 10 sous-groupes de 3 silos. Et chacun va avoir cardinal égal à 3. Donc, ça veut dire que si on prend 2 3 silos différents dans cette liste, leur intersection va être l'élément neutre. Ça, c'est grâce à l'item B de la proposition qu'on avait donnée tout au début. C'est-à-dire, le seul élément commun à tous les sous-groupes dans cette liste va être l'élément neutre. Donc, si on prend cet élément neutre et on l'enlève, on va obtenir des ensembles, 10 ensembles, qui vont être disjoints de SA2. Et chacun aura cardinal 2. Donc, en total, on aura 20 éléments. C'est exactement ce qu'on a fait ici dans le dessin. Comme les ensembles sont disjoints, on les a mis dans des cases différentes. Il y a 10 cases, chacun avec 2 éléments. Donc, en total, on a 20 éléments. Il y a une autre chose dans le dessin. C'est que les ensembles qui sont à gauche vont être disjoints des ensembles qui sont à droite. En effet, si on prend un 5 silos et un 3 silos, alors grâce au corollaire qu'on avait vu au début, leur intersection doit être l'élément neutre. Donc, si on prend un 5 silos et on retranche l'élément neutre, et après on prend un 3 silos et on retranche l'élément neutre, c'est qu'on obtient vont être des ensembles disjoints. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intersection entre les ensembles qui sont ici à gauche et les ensembles qui sont ici à droite. Et j'ai laissé une petite case ici pour ce que j'appelais le reste. Donc, dans le reste, déjà, il y aura l'élément neutre et les 2 silos et d'autres éléments. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que déjà, on a 24 plus 20 éléments. On a 44 éléments dans un ensemble qui a 30 éléments. Et ça, c'est une contradiction. C'est ça que j'ai écrit ici. Bon, c'est l'équation. À gauche, on a le cardinal de G, qui est 30. Ça va être plus grand que les cardinaux dans cette partie, plus les cardinaux cette partie. Et au total, ici, on a 24, plus 20, 44. On aurait que
30 est plus grand que 44. Ça, c'est absurde. Et la contradiction vient du fait qu'on a supposé que n3 est égal à 10. Donc n3 ne peut pas être égal à 10. n3 doit être donc égal à 1. Et on a gagné. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Je vous laisse, comme exercice, montrer que si le cardinal de G est égal à un produit de trois premiers distincts, P, Q et R, alors G n'est pas simple. Ce que nous on a fait ici, c'est un cas particulier. En effet, le cardinal ici est la multiplication de trois premiers qui sont différents, 2, 3 et 5. Mais la méthode pour montrer cet exemple est la même que l'on a suivi pour notre exemple. Donc je vous encourage de le faire. Maintenant, pour la troisième méthode, il faut étudier l'action de G sur l'ensemble de P silo. On va appeler cet ensemble XP. Dans la vidéo précédente, on avait vu que si on prenait un P silo, appelons-le H, et on les conjuguait par un élément du groupe, alors ce qu'on obtenait était encore un P silo. C'est-à-dire, si on prend un élément de XP, un P silo, et on définit l'action de G sur ce P silo par la conjugaison, ce qu'on obtient reste encore dans l'ensemble XP. Parce que ce qu'on obtient, c'est encore un P silo. Donc, on a une action de G sur l'ensemble de P silo qui est donné par conjugaison. Et rappelez-vous, quand on avait parlé d'action de groupe, on avait vu que ces données, une action, l'action d'un groupe sur un ensemble, était équivalent à la donnée de amorphisme du groupe dans le groupe de bijection de l'ensemble. Et en plus, on savait comment cette flèche était définie. On prenait un élément petit g du groupe et on l'envoyait dans une bijection pi de g de l'ensemble. Et cette bijection, on voyait un point de l'ensemble, dans ce cas, un P silo, dans l'action de G sur ce P silo. Et dans ce cas, ça nous donne la conjugaison du P silo par G. Maintenant, appelons K les nombres d'éléments de XP, c'est-à-dire K est le nombre de P silo. Normalement, on le note NP, mais on va maintenant le noter K. Donc, dans ce cas, le groupe de bijection XP va être isomorphe au groupe de permutation à K éléments. En effet, si on fait la liste de tous les éléments dans XP, on aura K éléments. On a le premier H1, le deuxième H2, et comme ça jusqu'au dernier HK. C'est clair que cet ensemble est en bijection avec les entiers entre 1 et K. La bijection, elle est évidente. Au premier P silo, on va associer l'entier 1. Au deuxième P silo, on va associer l'entier 2. Et comme ça jusqu'au dernier. Et on va associer à l'entier K. Et donc, si jamais on prend une bijection de XP, donc un élément dans ce groupe, cette bijection, elle va prendre les éléments dans cette liste et elle va les changer de place. Et ça va être la même chose que prendre les entiers dans cette liste et les changer de place. Donc, voilà l'isomorphisme entre le groupe de bijection de XP et le groupe de permutation à K éléments. Finalement, ce qu'on a, c'est quoi? Une flèche amorphisme de G vers les bijections de XP, et ceci est la même chose que les permutations à K éléments.
Donc, on a une flèche de G vers le groupe de permutation à K éléments, où K est le nombre de P silo. Alors, ce qu'il faut retenir est que si on appelle K le nombre de P sous-groupe de silo, on aura amorphisme de G dans le groupe de permutation à K éléments. Ça c'est le cœur de la troisième méthode. Et on va l'utiliser pour l'exemple suivant. Ici, on prend un groupe de cardinal 36. 36 est égal à 3 au carré multiplié par 2 au carré. Donc, on peut étudier le nombre de 2 silos et le nombre de 3 silos. On commence par les 2 silos. Le nombre de 2 silos va diviser 3 au carré, 9, et doit être égal à 1 modulo 2. Donc, on fait la liste. On a les diviseurs de 9, 1, 3 et 9. Et les 3 sont congrus à 1 modulo 2. Donc, on a 3 possibilités. Pour N3, on a que le nombre de 3 silos va diviser 4 et qu'il va être congru à 1 modulo 3. Donc, on a que le nombre de 3 silos va être 1, 2 et 4 lui-même. Et dans cette liste, il faut capturer les éléments qui sont congrus à 1 modulo 3. 1 est bien congru à 1 modulo 3. 2, par contre, n'est pas congru à 1 modulo 3, donc on peut l'enlever. Et 4 est bien sûr congru à 1 modulo 3. On voit donc qu'on n'arrive pas à établir que le nombre de 2 silos ou le nombre de 3 silos est égal à 1. C'est ça qu'on veut. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser la remarque. On suppose que le nombre de 3 silos est égal à 4. C'est ce qu'on a ici. Dans ce cas, d'après la remarque, on aura amorphisme du groupe G dans le groupe de permutation à 4 éléments. Et ce morphisme va se factoriser ou va induire amorphisme du quotient G quotienté par le noyau de pi vers le groupe S4. Et comme on a quotienté par le noyau, ce morphisme il va être injectif. Le but va être de montrer que le noyau n'est pas un sous-groupe trivial, parce qu'on sait que le noyau d'un morphisme est un sous-groupe distingué. Donc si jamais il n'est pas trivial, ça dit que le groupe G est pas simple. Ça c'est le but. Montrer que le noyau de pi n'est pas égal au groupe neutre et n'est pas égal au groupe G tout entier. Commençons par supposer que le noyau est égal à l'élément neutre. Dans ce cas, on aura que à gauche, le quotient de G par le noyau, c'est isomorphe au groupe G. Et si on prend le cardinal, donc, le cardinal va être le même. Or, le cardinal de cet ensemble doit être plus petit que le cardinal de S4 parce que le morphisme il est injectif. Ça, c'est plus petit ou égal au cardinal de S4. Et le cardinal de S4 est égal à 4 factoriel 24. Alors que le cardinal de G il est égal à 36. Donc on aurait que 24 est plus grand que 36. Et ça, c'est une contradiction. Donc, le noyau de ce morphisme n'est pas réduit à l'élément neutre. Maintenant, il faut montrer qu'il n'est pas égal au groupe tout entier. Donc, supposons que le noyau de pi est égal au groupe G tout entier. Dans ce cas, l'action de G sur l'ensemble des entiers entre 1 et 4 va être triviale. Et ça, rappelez-vous, cette action, elle provient de l'action de G sur l'ensemble, dans ce cas de 3 silos, par conjugaison. Donc ça nous dirait que l'action de G
sur l'ensemble de 3 silos, on a listé ici, va être trivial. Mais ça, c'est une contradiction parce que l'action de G sur l'ensemble de 3 silos va être transitive. Ça veut dire que si jamais on prend 2-3 silos, ils vont toujours être conjugués l'un à l'autre. Donc ça veut dire que si on prend, disons, le 3 silos, le troisième et le premier, on pourra toujours trouver un élément du groupe qui va envoyer le premier dans le troisième par conjugaison. Ça, c'était le contenu du théorème de Silo. Je me rappelle, c'était l'item B du théorème de Silo dans la vidéo précédente. Et donc ça, c'est pas possible si l'action de G va être triviale. Voilà, c'est de là que ça vient la contradiction. Alors, on a montré que le noyau n'est pas égal à l'élément neutre et qu'il n'est pas égal au groupe tout entier. Donc, on a trouvé un sous-groupe qui est non trivial et qui est distingué. Donc, le groupe G n'est pas simple. Et ça, c'est la troisième méthode. Il faut étudier le morphisme de G dans un groupe symétrique et démontrer que le noyau n'est pas un sous-groupe trivial. Voilà, ça finit l'étude du théorème de Silo. On a fait pas mal de choses, on a passé pas mal de temps à étudier les applications et j'espère que ça va vous aider. Et on se verra la semaine prochaine avec les... Je ne sais pas, mais on se verra la semaine prochaine. Au revoir.